Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis notre plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, nous sommes nombreux à essayer de nous frayer un chemin sur les sentiers de la vie. Trouver sa juste place, observer, essayer, expérimenter, tomber, puis se relever. Tendre vers la lumière, toucher l'or, puis, parfois, crouler sous le poids de l'adversité, le plomb. C'est un chemin de vie parmi des millions, des milliards, et pourtant un chemin unique que nous raconte Alexandre Cabot dans son roman De lumière, d'or et de plomb, publié en avril 2025 aux éditions Douro. Bonjour Alexandre Cabot. Bonjour Malika. Alors vous venez à la rencontre du lecteur avec votre premier ouvrage. Agrégé et docteur S mathématiques, vous enseignez à l'Université de Bourgogne. Vous maniez les chiffres et les nombres au quotidien et pourtant, c'est à travers les mots que vous venez aujourd'hui à notre rencontre. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de votre livre, Alexandre, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Alors, comme vous venez de le dire, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne et je me partage entre Dijon et Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Je suis né dans cette ville et j'y ai grandi. J'étais fils unique et j'ai eu une enfance que je qualifierais de paisible et d'assez solitaire. Mon père travaillait dans la centrale nucléaire de Marcoule, à côté de Bagnols, tandis que ma mère s'occupait de moi à la maison. À 12 ou 13 ans, je me suis passionné pour l'astronomie et l'observation du ciel et des planètes. Et très vite, j'ai manifesté quelques prédispositions pour l'abstraction et les mathématiques. À 18 ans, je suis parti à Montpellier pour faire des études scientifiques qui m'ont conduit à l'agrégation de mathématiques. J'ai alors exercé comme professeur de lycée pendant 2 années, avant de reprendre le chemin des études. Après mon doctorat, j'ai obtenu un poste de maître de conférence à Limoges, puis à Montpellier. Et je suis aujourd'hui professeur à l'Université de Bourgogne, comme vous l'avez rappelé. Et alors justement, j'ai cité il y a quelques instants votre situation professionnelle et vous venez d'en parler dans le détail. Vous pouvez compléter cette vie professionnelle aujourd'hui avec ce qui relève de votre vie extra-professionnelle et pourquoi ce roman ? Alors, quand l'idée m'est venue d'écrire, j'avais un peu moins de 50 ans et déjà une longue expérience de l'enseignement et de la recherche en mathématiques. Et j'ai soudain ressenti une impression de carence. Et plusieurs raisons expliquent sans doute cela. Donc la première raison est liée à à la nature de l'activité de la recherche. Lorsqu'on fait de la recherche dans un domaine, c'est généralement sur un sujet très pointu, qui n'est accessible qu'à une poignée de spécialistes. Et il en résulte une difficulté à communiquer le résultat de ses recherches au-delà de sa communauté de référence. Et donc cela engendre une situation d'entre-soi, de facto, qui peut être assez frustrante. La deuxième raison, elle tient cette fois plutôt à la nature et à l'objet des mathématiques. Alors on sait depuis des millénaires que les mathématiques sont un outil très puissant pour mesurer, pour quantifier le réel. Et puis l'importance des mathématiques s'est encore accrue ces dernières années avec l'avènement de l'intelligence artificielle, du machine learning, des big data. Et cependant, les mathématiques peinent à expliquer ce qui finalement est relatif à l'être humain pris dans son individualité. Je pense à la psychologie, aux émotions, aux sentiments. Et donc pour remédier à ce qui m'est apparu comme une carence,
eh bien, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, une écriture fictionnelle via le roman. Alexandre, pour en venir au cheminement du texte, sans en dévoiler le détail, bien sûr, nous allons laisser les lecteurs le découvrir. Eh bien, le lecteur fait connaissance avec Antonin, jeune homme, brillant, surdoué, dirait-on aujourd'hui HPI, haut potentiel intellectuel. Et durant toutes ces années de collège, donc, Antonin a une culture générale très large, une culture musicale, artistique, mais il a une passion pour les mathématiques. Donc le texte est écrit à la première personne du singulier. Est-ce un livre autobiographique ou est-ce que derrière Antonin se cache un certain Alexandre Cabot? Alors, oui et non, donc je vais un petit peu développer la réponse. Alors, il y a effectivement donc indéniablement des traits communs entre Antonin Courbet et moi-même, à commencer par les initiales, le fait qu'il soit fils unique et puis son goût pour les mathématiques. Et puis on pourrait certainement allonger la liste des points communs. Alors pour autant, il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais d'une autofiction largement romancée. Donc je me suis plu à mêler eh bien, le réel et la fiction. Les noms des personnages qui ont existé dans la vraie vie ont tous été modifiés, et de même que la plupart des lieux. Et la structure familiale d'Antonin Courbet n'est pas la même que la mienne non plus. Et j'ajouterai par ailleurs que sur le plan psychologique, j'espère être un peu moins mélancolique et nostalgique que ne l'est Antonin dans le roman. Alors pour élargir la focale, on peut aborder la question de la distance d'un auteur par rapport à ses personnages. Et un certain nombre d'écrivains aiment parler d'eux à la première personne, notamment via l'autofiction, comme Marguerite Duras, hein, donc Combeferre Lament, ou Annie Ernaux, ou Amélie Nothomb. Et beaucoup parlent d'eux d'une manière plus discrète, à la troisième personne, à travers tel ou tel personnage, confère la fameuse phrase que l'on prête à Gustave Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Alors, Antonin est un garçon à qui la vie sourit. En tout cas, c'est ce que l'on découvre dans le livre, très jeune. Il se présente à des concours. Il est très vite repéré par les élites des domaines des sciences. Il connaît la gloire, la notoriété. Est-ce que cette vie qu'Antonin mène représente pour vous un fantasme? Est-ce ça, finalement, la gloire, la notoriété, la lumière, l'or, pour faire référence au titre de votre livre? Alors, je ne vais pas répondre directement pour moi, mais plutôt pour Antonin, donc pour qui effectivement l'or et la lumière sont un fantasme et même un moteur. Alors, ça vaut peut-être le coup de s'attarder un petit peu sur ces termes de lumière et d'or, hein, donc qui sont deux des trois mots du titre. Donc la lumière, donc c'est bien sûr une métaphore de la gloire, et l'or est une métaphore de la richesse intérieure et des prédispositions du personnage principal. Et comme vous l'avez rappelé, donc ce dernier prend la lumière et connaît une forme de notoriété à travers les prix scientifiques auxquels il participe. Et cette expérience de la lumière et des projecteurs va le griser et lui donner envie de se surpasser et de briller toujours plus. Donc c'est un atout et une force indéniablement, mais en même temps cela ouvre une faille, car Antonin va être tenté de briller pour briller, en perdant parfois de vue
sa passion pour la science. Et à de nombreux moments dans le roman, on le voit se perdre. Et alors, quand on prend la 4e de couverture, je vous cite, alors je ne sais pas si c'est votre propos ou celui d'Antonin, on y découvre, c'est en tirant ma révérence au podium et aux honneurs que j'ai réussi à me maintenir dans la course. De quelle course parlez-vous? D'où vient cet esprit de compétition? Est-ce que ça vient d'un environnement familial, d'un environnement scolaire, ou dès le plus jeune âge, les enfants aussi sont mis en compétition? Alors, donc il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc, alors déjà au niveau de la citation, ce n'est pas moi qui parle directement en tant qu'auteur, mais c'est le narrateur. Et donc cette citation est extraite d'un passage du livre où Antonin entre dans une phase de doute et de remise en question. À force de vouloir briller toujours plus, il a fini par s'essouffler. Ça n'est fini de ses exploits de jeunesse. Antonin va désormais renoncer à la course au prix scientifique pour mieux se concentrer, pour mieux se consacrer à une autre course, celle du système scolaire. Et bien que moins prestigieuse, celle-ci peut aussi s'avérer très rude. Alors pour le comprendre, il faut se remettre dans le contexte du roman, qui se déroule dans les années 80-90, à une époque où l'école était plus élitiste qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, Antonin vit dans une région largement irriguée de sciences, avec la proximité de plusieurs centrales nucléaires, dont Marcoule et Tricastin. Et les collèges et les lycées de Bagnoles comptaient beaucoup de fils d'ingénieurs, d'informaticiens et de techniciens, et ce contexte sociologique favorisait bien évidemment l'esprit de compétition dans les classes. Oui, en effet, Antonin habite euh, finalement dans cette région aussi, donc il vit dans le Gard, hein, si je me souviens bien Oui, de... Voilà, donc... tout, tout à fait. Donc c'est un point commun là de plus entre Antonin et moi-même. Donc effectivement, il habite à Bagnols-sur-Cèze. Voilà. D'accord, voilà, oui, oui, voilà, je m'en souviens. Et alors, dans votre question, il y avait aussi voilà, vous avez suggéré l'environnement familial, Mm. et effectivement, cela joue aussi dans cet esprit de compétition. La mère d'Antonin est institutrice et elle le pousse constamment à apprendre plus, à se surpasser et à donner le meilleur de lui-même. Et surtout, elle rêve pour lui d'un avenir glorieux, ce qui lui fait dire au cours d'un repas de famille, là je cite le livre, un jour Antonin fera Polytechnique. Et d'apparence anodine, cette affirmation fait peser sur les épaules d'Antonin un poids important. Et c'est finalement la même que fait peser aujourd'hui cette affirmation, en tout cas, euh, sur le poids des enfants, où nous sommes dans un système éducatif où les parents investissent beaucoup, voire tout, sur la scolarité de leurs enfants, et ben, on envisage le meilleur pour les enfants, ce qui les met dans une situation parfois de compétition et de difficulté très importante. Alors aussi, on y découvre, dans la 4e de couverture, je cite encore, ce premier roman constitue le fruit d'un long cheminement. Alexandre, vous affirmez que cette sortie de course vous a évité de vous brûler les ailes, pardon, Antonin. Or, est-ce que cela a évité de subir le poids du plomb dans sa vie? Alors, cette affirmation, donc, elle fait référence au même passage que votre question précédente. Donc, le narrateur dit: si j'avais cédé à l'attraction envoûtante des lumières et des projecteurs, je me serais brûlé les ailes.
Comme on l'a dit précédemment, Antonin a eu trop de poids sur les épaules, il a dû renoncer à ses hautes aspirations. C'est certainement son instinct de survie qui lui a dicté cette attitude de lâcher prise, mais hélas, cela ne lui épargnera pas le poids du plomb dans la vie. Alors, le plomb, donc, c'est le troisième terme du titre. Donc de lumière, d'or et de plomb. Oui, Voilà. tout à fait. Et c'est une métaphore qui désigne les tourments et les misères de la vie, ou encore l'adversité de la vie. Et alors, le titre du roman fait bien évidemment référence à la transformation d'or en plomb, qui est la transformation inverse de celle de l'alchimiste. Oui, donc ça nous éloigne de la pierre philosophale Et, de Paulo Coelho. et Hein. oui, tout à fait. Là, on va un peu en sens inverse. Tout à fait. Et alors, Antonin, donc, il est sensibilisé très tôt à cette notion de plomb et d'adversité dans la vie. Et au cours de longues discussions devant la cheminée, il entend ses grands-parents se demander pourquoi les hommes transforment si souvent l'or en plomb. Et donc c'est cette situation-là qui va être en partie à l'origine du titre. Alors l'influence du plomb, elle va se faire sentir tout au long du roman, comme une petite musique. Il va s'immiscer partout et parvient même à ternir les moments qui sont censés être les plus heureux. Et cela fait dire au narrateur que la grâce et la pesanteur sont indissociables, comme si chacune était consubstantielle à l'autre. Alors, on aura bien compris que le plomb peut résulter d'événements extérieurs, évidemment, d'aléas, de problèmes graves, de catastrophes, mais il peut aussi avoir une origine plus intérieure et être lié finalement davantage à une perception. Et chez Antonin, c'est un petit peu ce qui se passe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs psychologiques qui expliquent sans doute sa perception exagérée du plomb. Sa vision nostalgique et mélancolique le condamne à une forme de pessimisme et de déprime. Oui, effectivement, on y découvre un personnage finalement qui voit la lumière mais qui a des doutes. Hein. Ça nous rappelle peut-être le mythe de la caverne de Mm. Platon, où on a ces personnes qui sont, on va dire, aliénées dans l'obscurité, et qui ont peur, qui finissent par avoir peur de la lumière et donc des ombres qu'elles peuvent refléter, renvoyer. Hein. Alors, on découvre toujours, je reste sur la quatrième de couverture dans la description hein, de votre profil, de votre parcours. On y découvre, je cite, donc Alexandre Cabot signe ici son premier roman qui constitue le fruit d'un long mûrissement. Ce roman, est-ce que finalement c'est le fruit d'un travail introspectif personnel ou peut-être pourrait-on imaginer que Antonin en est l'avatar? Alors, un premier roman, surtout s'il est écrit sur le tard, va tenter de mettre à profit les expériences et les observations de toute une vie. Donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire et ce qui explique donc ce terme de mûrissement ou de long cheminement. Alors, j'ai évoqué précédemment le caractère auto-fictionnel du texte, mais c'est avant tout un roman d'apprentissage. Et donc j'ai repris les codes du roman d'initiation en trois parties, avec la période de jeunesse qui est marquée par les espérances, la période de formation, et puis enfin le stade de la maturité, parfois marqué par le désenchantement. Alors, je parlais à l'instant de formation. Dans le cas d'Antonin, c'est une formation
scientifique, mais là n'est pas l'essentiel. Le message principal du roman subsisterait s'il avait étudié la musique ou s'il était sportif de haut niveau. L'objectif de mon roman est de dévoiler la construction de l'identité du héros à travers son initiation. Alors justement, parmi les thèmes centraux que l'on découvre dans votre premier roman, on voit donc le lecteur qui parcourt aux côtés d'Antonin un chemin de vie où figurent nostalgie, joie, doute, désenchantement, finalement le parcours d'un jeune en construction. Mais qu'est-ce que ces thématiques viennent révéler chez le lecteur? Est-ce que finalement, ce que vous nous décrivez, ça correspond à la mise en mots de ce que nous vivons tous? Oui, certainement. Certainement. Et la joie, le doute, la nostalgie et le désenchantement que vous avez cités sont des thèmes universels. Et chaque être humain éprouve chacun de ces sentiments à un moment donné de sa vie. Alors, j'ai écrit le roman à la première personne pour qu'Antonin emmène le lecteur avec lui dans son ascension irrésistible vers le succès, puis dans son décrescendo vers les désillusions. Alors, concernant le message principal du livre, eh bien, il m'a été soufflé par une lectrice qui a écrit que ce roman illustrait certainement la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Donc, comme on l'a dit précédemment, Antonin a voulu briller et être reconnu pour répondre à une forme de pression sociale et familiale. Et malgré des études brillantes et un parcours honorable, il ne rencontre jamais la réussite escomptée et se retrouve toujours aussi éloigné de ses idéaux et de ses rêves. Et donc, au bout du compte, ce qui prédomine, c'est finalement la frustration et la déception, de sorte qu'on est tenté de dire qu'il n'a pas réussi sa vie. Alors, on peut ensuite s'interroger sur les raisons, donc faire une sorte d'analyse. Alors, sans doute n'a-t-il pas suffisamment écouté ses aspirations profondes. Ou peut-être est-il resté prisonnier du passé glorieux qu'il a connu au moment de son adolescence, sans parvenir à s'en libérer. Et alors, cette réflexion me donne l'occasion de citer l'excipit, donc la toute dernière phrase de Gatsby le Magnifique, de Scott Fitzgerald, qui dit donc « C'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. » Et cette phrase, donc cette très belle phrase, relative donc à la nostalgie, illustre sans doute un des aspects du comportement ou de l'attitude d'Antonin face à la vie. D'Antonin, et puis finalement de beaucoup de lecteurs face à la vie, de regarder le passé, voire même de vivre dans le passé. Justement, afin de découvrir l'univers des auteurs de manière générale, de l'ensemble des auteurs que j'ai l'honneur de recevoir, je vais vous proposer, mon cher Alexandre, de choisir un extrait de votre livre, de votre roman, de lumière, d'or et de plomb, et de nous en lire un extrait. Oui. Pour permettre au lecteur de découvrir votre univers. Volontiers, donc je vais lire un extrait donc, qui se situe dans le premier quart du roman. Donc on est encore dans la phase de jeunesse d'Antonin. Et enfant, il aimait se rendre chez ses grands-parents.
et il les écoutait parler devant la cheminée dans la salle à manger lorsqu'il refaisait le monde. Voilà. Et il tirait plein d'enseignements de ce qu'il entendait. Donc je lis le passage. La salle à manger se révélait un lieu rare, sanctuarisé, un peu à l'écart de l'agitation de la cuisine. Elle était propice à la pensée oisive et aux longues flâneries intérieures. Dans ce temple de l'ennui noble, je laissais mon esprit vagabonder et suivre les méandres de mon imagination. Mes grands-parents avaient coutume de s'asseoir côte à côte devant la cheminée pour refaire le monde. Le temps d'une conversation vaine, ils tentaient de comprendre ce qu'ils n'avaient pas réussi à démêler toute leur vie durant. Comprendre pourquoi nous sommes sans cesse traversés par des désirs contradictoires et écartelés par des forces centrifuges. Comprendre pourquoi nous transformons si souvent l'or en plomb. Comprendre les lois de cette désolante mécanique qui nous éloigne presque toujours de ce que nous convoitons. Manifestement, chaque action induit son contraire, chaque chose contient son opposé en son sein. C'est un principe général, rien n'échappe à la règle. La matière est pleine de vide, le son se nourrit du silence, la mort est au cœur de la vie. Mes grands-parents parlaient de tout cela avec passion, je les écoutais pendant des heures. Plus ils creusaient, plus les contours devenaient flous, et moins ils comprenaient. La réalité semblait se dérober comme lors d'un rêve. Alors, ce passage, à mon avis, contient plusieurs clés d'interprétation du roman. Donc, il y a notamment la référence à l'or et au plomb, dont on a déjà parlé, donc la transformation d'or en plomb. Et pas que, il y a aussi donc la référence à cette mécanique désolante, qui est une sorte de petite musique, une sorte de leitmotiv dans le livre. Donc ça me paraît être un passage clé du roman. Alors, Alexandre, je vous remercie pour ce temps de partage et invite l'ensemble de nos auditeurs à découvrir votre livre, qui les mène vers un voyage introspectif très intéressant, des questionnements. Réussir sa vie ou réussir dans la vie, les équilibres entre finalement les places de la mort et de la vie que vous venez de nous lire. Pour ma part, votre roman m'a permis de découvrir le chemin et le cheminement de ce jeune garçon dont l'histoire peut résonner en chacun d'entre nous. Des histoires existentielles qui nous éclairent sur notre propre perception de la vie et la façon dont on peut imaginer réagir face à l'adversité. J'ai profondément aimé lire cette histoire d'une personne singulière, au parcours de vie absolument extraordinaire. Si vous me le permettez, mon cher Alexandre, je voudrais vous laisser le mot de la fin. Alors, déjà, merci Malika, voilà, pour ces mots concernant mon livre. Et le mot de la fin, ça sera peut-être un mot à adresser aux nouveaux auteurs qui s'apprêtent à envoyer leur manuscrit à une maison d'édition. Car s'il est bien connu que le monde de l'édition est une véritable jungle, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de petites maisons disséminées un peu partout en France. Et je pense que moyennant de la persévérance et des choix bien ciblés, donc en creusant, chaque auteur doit pouvoir trouver une maison d'édition qui soit en mesure d'accepter son texte. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance de découvrir la maison Dourreau à Chaumont, en Haute-Marne. Elle est dirigée de main de maître par Antonio Cardozo, assisté de Martine Formé, qui sont des personnes bienveillantes et ouvertes d'esprit. Et je profite donc de cette occasion pour les saluer chaleureusement.
Merci à vous et j'invite nos auditeurs, si vous avez aimé cet entretien, vous pouvez vous procurer auprès de votre libraire de proximité sur Internet ce livre de lumière, d'or et de plomb. Vous pouvez aussi liker ce podcast, le partager et vous abonner à la chaîne Bistro Littéraire. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. À bientôt Alexandre. À bientôt Malika.